Donc effectivement, comme l'a précisé Martina, aujourd'hui, donc on est ravis déjà de vous voir à ce webinaire. Donc je vais me présenter, puis après on représentera un peu pour tout le monde l'ensemble de notre présentation. Donc moi, effectivement, je suis Romain Parisot, je suis CEO de Freelance Day, qui est aujourd'hui une structure de staffing de consultants IT. On existe depuis quelques années. On a aujourd'hui plus de 200 consultants qui sont en place chez des clients, et on permet à toute entreprise de trouver des consultants via notre marketplace qui peuvent trouver directement des consultants via notre marketplace, mais on peut aussi aider les entreprises à staffer leur équipe suivant leurs demandes. Voilà. Victor, je te laisse te présenter aussi quelques minutes, puis on le refera tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Victor Degbo, donc je suis le dirigeant de Winext, qui est un cabinet de conseil donc en digital, et donc on œuvre depuis quelques années donc sur des projets donc autour de la blockchain, et donc c'est par ce biais qu'on a reçu donc le label de Jeune Entreprise Innovante, pour consacrer donc 20% de nos dépenses donc à tout ce qui concerne donc les recherches, les projets de recherche et de développement autour de la blockchain. On travaille sur des use cases, donc je vais vous en dire quelques mots donc un peu plus loin dans la présentation. Merci Okay. à vous. Voilà, on va commencer. Je veux bien le premier slide. Enfin, l'idée vraiment maîtresse pour nous. Pourquoi effectivement les blockchains? Donc effectivement, c'est notre premier webinaire Freelance Day. Avant de parler de l'origine, enfin, je voulais vraiment vous dire que c'était une volonté aujourd'hui de parler sur un sujet important qui va, je pense, vraiment révolutionner l'avenir. C'est une technologie qui va devenir de plus en plus incontournable. Et par rapport à ça, effectivement, on a vu des levées de fonds assez récentes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait le choix Freelance Day d'avoir notre invité d'honneur, Victor, en tant que spécialiste des blockchains, pour nous présenter ce contenu. Ce qui est important, comme j'ai dit, là, puisqu'il y en a d'autres personnes qui nous ont rejoints, donc dans un premier temps, si vous avez des questions, vous allez poster en fait les messages, et puis moi je serai votre porte-parole. Et donc dans un deuxième temps, en fonction effectivement des différentes questions, je pourrais vous laisser, je pourrais activer votre micro et vous pourrez poser les questions en direct. Voilà. Donc maintenant on va aller, voilà, on est un petit peu plus nombreux là, le temps que les gens arrivent. On va arriver dans le vif du sujet, effectivement, de la présentation blockchain. Victor, c'est à toi. Voilà. Alors, sinon, c'est encore à moi. Alors, c'est vrai que là, on a un peu décomposé les choses un peu différemment. Donc, première étape, Victor va nous parler de l'origine de la blockchain. À toi. Alors, encore une fois, merci donc à Romain, donc qui a présenté de l'invitation, et donc je suis assez honoré de participer à cette présentation de vulgarisation de la blockchain. L'idée de cette présentation, c'est pas forcément de pouvoir répondre à toutes les questions, mais au moins donc de comprendre pourquoi donc la blockchain sera donc le standard de demain. Et c'est une évidence, voilà, donc on voit très bien qu'il y a une vague de fonds sur cette technologie-là. Donc, elle est représentée notamment de manière spéculative autour du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Mais on s'aperçoit qu'il y a des cas d'usage qui sont de plus en plus développés et qui se répandent, qui sont déployés de par le monde. L'idée de la blockchain de cette présentation, c'est vous expliquer donc l'origine, les principes, et donc de finaliser donc cette présentation à travers différents cas d'usage. Alors, on va essayer déjà de répondre à la première question de Romain, les origines. Alors, l'origine en question, du moins donc le point donc de bascule, ce qu'on appelle le tipping point, ça a été la crise financière de 2008. Alors, cette crise financière donc a montré les failles d'un système régulé autour d'entités donc régulatrices centralisées, notamment donc les banques centrales. Ça a aussi donc induit une crise de confiance et de défiance vis-à-vis du système bancaire, des gouvernements et des banques centrales. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Donc, on avait interdiction donc de retirer de l'argent dans les banques du fait voilà, que ça pouvait donc créer donc une crise de liquidité dans ces banques. Voilà. Tout ça donc a fait en sorte que des groupes de réflexion d'individus
se sont mis donc à regarder si on pouvait mettre en place des solutions qui pouvaient contourner cette régulation donc centralisée qui n'a pas permis donc de contrer donc la crise financière. Et du coup, ils ont réfléchi à se dire, est-ce que c'est pas possible de changer complètement de paradigme, de plus fonctionner donc de manière centralisée, mais complètement décentralisée. Et alors, c'est un individu ou un groupe d'individus. Donc, alors le nom c'est Satoshi donc Nakamoto. C'est japonais, mais il semblerait que ce soit pas un japonais, parce qu'on n'a toujours pas l'identité précise de cette personne. A souhaité apporter une solution à travers donc un premier white paper. Donc le white paper a été publié le 31 octobre 2008. Et ça a donné donc les principes, les fondements donc de la blockchain. Et alors ce fondement, c'est vraiment donc un esprit libertaire, parce que ça a été aussi issu de nombreuses donc mouvements de ce qu'on appelle donc la partie cyberpunk, côté anarchiste, donc comment faire des solutions en dehors du système. Donc c'est pour ça que ça a des ramifications à la fois technologiques, financières et économiques. Et donc du coup politique. Donc alors au début ça a été une initiative qui est restée très comment dire très nichée donc autour de ce type de mouvement un peu libertaire. Et petit à petit donc ça a convaincu et du coup donc aujourd'hui le Bitcoin donc est vraiment le premier symbole donc de ce mouvement et notamment du succès de ce mouvement. Ok, donc merci Victor, effectivement, pour nous montrer que l'idée blockchain et l'intérêt date quand même depuis 2008, donc c'est pas récent. Et maintenant, voilà, on va aller un peu plus dans le détail, c'est comment ça marche tout ça. Voilà, je t'en prie, à toi la parole. Alors comment ça marche? C'est donc c'est à la fois très simple et un peu compliqué. Très simple parce que c'est un peu un jeu de Lego, quoi. Donc finalement, c'est des Legos qui sont assemblés. C'est pour ça qu'on parle de blockchain. Donc c'est une chaîne de blocs, un peu comme les Lego. Mais avant de comment dire, donc faire en sorte que deux Legos s'emboîtent, il y a toute une opération et qui est là donc d'où la complexité, qui fasse en sorte qu'au niveau de chacun des blocs du Lego, on doit valider des choses. Donc on doit valider déjà des transactions, c'est-à-dire que Romain m'envoie de l'argent. Et pour que je puisse recevoir de l'argent, il faut que le process soit validé. Donc, lorsque Romain m'envoie de l'argent, l'heure de l'envoi et la minute de l'envoi, la seconde de l'envoi, la milliseconde de l'envoi est enregistrée dans un système, dans le bloc en question. Et ensuite, il y a tout un mécanisme de cryptographie, c'est-à-dire qu'on hash, donc d'où donc le hash, donc les différentes transactions avant de les insérer donc au sein de l'identifiant du bloc de Lego. Alors, ça se fait pas tout seul. Donc, c'est-à-dire que pour bien valider que ça marche, bah, il y a tout un groupe d'individus qui va se dire, voilà, donc je prends le challenge de valider ces transactions. Donc, il y en a 1, 2, 3, 5, 10, 20. Donc, il y a des milliers d'individus qui se disent, moi, je fais le pari. Mais pour que ce soit équitable, on va faire en sorte de mettre des challenges. Des challenges, c'est résoudre une équation, on va dire mathématique de hachage. Et donc, les premiers qui ont réussi, et s'il y a un groupe nombre suffisant, la transaction est validée. Voilà, c'est assez clair. Alors, lorsqu'elle est validée, ben comment dire, comme le Lego, ben, on l'attache donc à la prochaine, et ainsi de suite. Et donc, donc du coup, ça fait cette chaîne de transactions validées donc les uns après les autres. Donc, ces chaînes-là donc construisent ce qu'on appelle la blockchain. Alors, ça, tu nous as donné les fondamentaux. Maintenant, effectivement, ce qui nous intéresse de comprendre, c'est effectivement les différents principes un peu plus en détail. Mais avant que tu commences, je voulais juste dire pour ceux qui viennent d'arriver, qui peuvent échanger sur la messagerie et nous poser les questions en direct et je les poserai en votre nom. Voilà. Maintenant, quels sont les principes? Alors, les principes donc fondateurs. Donc, on parle de cryptographie. Donc, déjà, donc c'est le premier principe. Donc, faire en sorte de hacher donc les transactions et de faire en sorte que ce hachage-là soit le plus sécurisé possible. Donc, en termes de probabilité, lorsqu'on hache aujourd'hui, c'est la même probabilité de trouver donc le même atome dans l'univers. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez donc le nombre d'atomes qu'il puisse y avoir dans l'univers. Voilà. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on hache une transaction, ben voilà, donc on est à ce niveau de sécurité. Donc du coup, donc on a une sécurité, une intégrité donc de ces transactions-là. Ensuite, lorsqu'on fabrique des blocs, pour qu'il y ait un bloc, je parlais donc tout à l'heure de consensus.
C'est-à-dire c'est un groupe d'individus. Alors l'individu aujourd'hui, c'est plutôt des machines qui vont travailler donc à faire en sorte de pouvoir donc résoudre des équations et du coup à travers cette résolution donc d'équations valider une transaction. C'est vraiment que des maths aujourd'hui, hein, donc que des maths et un peu d'informatique. Donc tout ça permet d'avoir une traçabilité, une transparence parce que tout est ce qu'on appelle en open source. C'est-à-dire donc il y a pas de régulateur donc centralisé qui masque tout et qui fait en sorte que finalement donc c'est quelque chose qui est réservé donc à un certain élite. Tout est ouvert. Ensuite, on a les nœuds. Les nœuds représentent le groupe d'individus ou de machines qui valident donc cette chaîne de transactions. Donc, on est sur une notion de partage et de collaboration. Et ensuite, on a une notion aussi de récompense, parce que lorsqu'on parle de récompense, c'est-à-dire la personne qui a travaillé, donc qui a fait en sorte que le système fonctionne, elle doit être récompensée, parce que donc elle a dépensé du temps, un peu d'argent et beaucoup de CPU, de beaucoup de temps machine. Et là, donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où la personne a fait son acte de foi, donc a validé les transactions, elle a récompensé avec. Et là, donc c'est là où c'est là où donc elle a la valeur de ce processus avec un crypto asset. Alors je dis crypto asset par rapport à crypto-monnaie. On le verra donc la distinction que je fais donc un peu plus loin donc dans la suite de la présentation. Et donc tout est inscrit dans un registre distribué. Alors pourquoi un registre? Donc il faut juste se dire que la blockchain finalement c'est comme si c'est un grand livre de compte virtuel et à chaque ligne, alors je sais pas si vous avez donc déjà écrit donc des livres de compta en fait, donc on a toujours donc des transactions qui sont alignées donc les unes aux autres, mais généralement ce livre de compte d'une entreprise, si gardé par l'expert comptable, le comptable, et donc généralement c'est partagé avec le chef d'entreprise ou le DAF. Là aujourd'hui donc avec la blockchain c'est partagé par tout le monde. Toute personne aujourd'hui qui s'inscrit donc notamment dans la blockchain Bitcoin peut regarder l'ensemble des transactions qui a eu lieu au sein du Bitcoin. Tout le monde. C'est pas fermé du tout. Tout le monde a accès aux différentes transactions. Donc il y a vraiment, ça c'est vraiment le côté fondateur. Donc ça c'est quelque chose qui est assez donc inhérent donc à cette technologie-là. Alors, donc, de manière beaucoup plus comment dire, donc schématique, donc voilà, donc on a la transaction de A vers B, donc on a plusieurs transactions qui sont regroupées dans un bloc. Le bloc est validé par les nœuds du réseau, donc au moyen de la cryptographie, et ensuite donc B reçoit la transaction, c'est redaté et on enchaîne. Voilà, donc c'est vraiment de manière assez simpliste. Donc la blockchain. Vous me direz, mais si c'est aussi simple, pourquoi ça marche? Et pour que ça marche. Oui, effectivement. Pourquoi ça marche, comment ça marche? Donc, on a compris effectivement que c'est un processus ouvert, sécurisé, mais effectivement, pourquoi ça marche et c'est quoi la réelle valeur ajoutée effectivement de la blockchain? C'est d'où cette notion qu'il faut revenir donc à ce que j'appelle les principes même de l'économie et puis du commerce. Dans l'économie, donc il y a plusieurs valeurs qui permettent de faire en sorte qu'un asset justement donc a une valeur sur le marché. Donc et ces valeurs-là sont les valeurs d'usage. Ça veut dire que le bien ou le produit doit donc avoir une aptitude à satisfaire des besoins. Donc ensuite, on a une valeur d'échange. C'est-à-dire que la quantité de biens que je peux obtenir en échange de ce que je possède. Donc ensuite, il y a ce que j'appelle la valeur d'utilité. Donc ce bien-là, quel type de bien-être ou de satisfaction je peux avoir donc à travers donc, ce bien ou ce service-là. Ensuite, il y a une valeur de travail. Donc ça veut dire que la quantité de travail qui est nécessaire à la production d'un bien, du bien ou du service en question. Donc ensuite, il y a une valeur plutôt symbolique qui n'a rien à voir avec le prix ou les qualités esthétiques ou donc par rapport donc à l'attribut du bien ou du service, mais il y a une valeur affective de la chose. Et bien, le Bitcoin regroupe l'ensemble de ces valeurs-là, et ce qui explique le succès. Donc c'est une valeur d'usage parce que c'est quelque part donc avec ce Bitcoin que j'ai pu avoir, j'ai pu l'échanger au départ avec une pizza, ce
bizarrement. Ça a été donc la première donc transaction qui a eu lieu donc autour du Bitcoin, c'est que une personne donc a échangé donc Visa pour 50 Bitcoins. Aujourd'hui, on a 50 Bitcoins, donc lorsqu'on sait aujourd'hui que la valorisation du Bitcoin est à 30 000 euros, donc c'est pas mal, donc un peu cher la pizza. Une valeur d'échange parce que quelque part aujourd'hui, donc c'est une valeur qu'on échange à travers donc différentes places de marché. C'est une valeur d'utilité parce que lorsqu'on possède aujourd'hui donc un Bitcoin, c'est quasiment la même valeur que l'or aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une valeur qu'on garde, qu'on garde parce que finalement on se dit demain ça prend de la valeur et ça prendra de plus en plus de la valeur. Donc on estime que la valeur finale, donc en termes de stabilité au niveau de sa valorisation du Bitcoin, autour de 280 000 $. Donc aujourd'hui à 30 000, ça fluctue entre 30 000 et 40 000 $. Mais on estime dans quelques années que ça peut aller jusqu'à 280 000 $. Du coup, ça devient, comme l'or ou d'autres valeurs qui nous permet de conserver comment dire un échange, un bien d'échange. C'est vraiment cette valeur d'utilité qui est. Ensuite, il y a la valeur de travail. C'est-à-dire à chaque fois que lorsque j'effectue un travail d'être complètement de participer à la chaîne de consensus, je peux disposer donc de Bitcoin par rapport donc à ce type d'activité. Et une valeur symbolique parce qu'aujourd'hui le Bitcoin est considéré comme de l'or, c'est ce qu'on appelle donc de l'or virtuel, la crypto-or. Et cette valeur symbolique est extrêmement forte parce que c'est la première crypto-monnaie qui a ce sens-là donc au niveau du marché. Alors du coup, ça a eu un impact assez immédiat sur tout ce qui est économie informelle. Ah oui, vous avez entendu donc de tout ce qui est un peu blanchiment d'argent, ça a été vu comme l'argent de la drogue, etc. Parce qu'il y a eu une faille de ce système sur lequel donc assez rapidement beaucoup se sont un peu engouffrés. Se dire comme il y a une annulation donc et sans forcément donc un système régulateur et du coup forcément l'économie informelle s'est emparée et qui a aussi valorisé donc favorisé donc le succès de la blockchain. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la partie gestion de la propriété. Donc, ça veut dire qu'on réinvente à travers donc la blockchain la gestion de la propriété. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une propriété, elle était une et indivisible. Donc, et aujourd'hui, donc la blockchain va pouvoir, notamment avec le token, permettre de diviser quasiment à l'infini un bien, un produit, un service, tout en garantissant la propriété de la quantité infinitésimale de ce bien et de ce service-là. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la partie tokenisation de l'économie. Ensuite, donc, on l'a vu, la sécurité des transactions et des flux d'échange. Pourquoi? Donc, ça fait depuis 2008, donc ça fait depuis quasiment 14 ans. Depuis 14 ans, on n'a jamais réussi donc à comment dire décrypter, on va dire, donc la blockchain, le Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une vraie sécurité par rapport à donc ce système-là qui est pourtant ouvert, mais aujourd'hui on n'a jamais pu donc contrecarrer donc la solidité et la sécurité de ce système. Et par rapport à ça, donc du coup, on peut parler des attributs. Donc le côté immuable, c'est-à-dire que personne aujourd'hui ne peut effacer ou modifier l'enregistrement de la propriété. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très fondamental. Ensuite, l'accessibilité. Les jetons, donc notamment donc la crypto-monnaie, est accessible donc 24 heures sur 27 donc via une application et quels que soient les événements qu'il puisse avoir donc à côté. Ça veut dire que lorsqu'il y a une crise financière, j'aurai toujours accès donc via une wallet, un portefeuille électronique, à mes avoirs, à mes jetons, à mon asset, à ma monnaie. Alors, ce qui aujourd'hui, c'est pas forcément possible, parce qu'on a une grosse crise financière. Si demain, donc, on a envie de retirer tout l'argent qu'on a donc de la banque, c'est pas possible. Là, l'idée donc d'avoir c'est une partie des réponses de l'apparition de la blockchain donc en 2008. Ensuite, bien sûr, je parlais de la partie divisible. Donc, la promesse, notamment sur le monde réel, cette capacité justement donc, à tokeniser le monde réel et de permettre une valorisation beaucoup plus répandue. On parle d'une popularisation donc, des échanges. Donc, faire en sorte que toute personne aujourd'hui peut acquérir un bien. Donc, même si c'est un pouillème du bien, on lui donne cette capacité-là. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'extra. Bon, forcément, en économique, le fait que du coup, on puisse éliminer, pas éliminer, mais changer un peu donc, le modèle en question en enlevant les intermédiaires et en réduisant les coûts administratifs,
la valeur de la blockchain est aussi là. Mais forcément, il y aura une résistance, notamment des acteurs donc, actuels. Mais c'est là où il y a un mouvement de fond là-dessus. Donc, il y a vraiment cette capacité donc, à basculer dans un monde complètement centralisé avec N intermédiaires, donc vers plutôt donc, à avoir donc, des transactions en peer-to-peer, donc en pair-to-pair, à pair, et qui ainsi élimine les intermédiaires et donc diminue les coûts. Et bien sûr, la transparence, ça a été évoqué, ça élimine complètement la symétrie de l'information, la rétention des informations qu'il puisse avoir. Alors, juste une petite question qui m'a été posée, je te laissais terminer cette partie-là. C'est effectivement, il y a des débats sur effectivement le coût je dirais qu'on a pour les beacons, dans tous ces processus de création effectivement de contenu, de réseau, ça coûte beaucoup. Enfin, c'est un coût environnemental, pardon, c'est ce coût-là dont je voulais parler. Est-ce que tu peux nous en dire quand même quelques mots et sur effectivement l'impact environnemental qu'on a parlé des bitcoins ou l'impact environnemental de la blockchain? Alors, je reçois des petits messages. On me dit qu'il y a certaines personnes qui ne m'entendent pas ou on n'a pas d'image. Est-ce que tout à chacun peut s'exprimer donc sur le fait qu'il m'entend bien et que Martine, tu peux juste valider qu'il n'y a pas de problème de son ou En tout cas, nous, moi, je Martina, t'entends pardon. bien et Oui, moi je bon, t'entends bien aussi. tu peux te mettre un petit peu plus fort si tu veux pour D'accord. effectivement voilà, mais en restant raisonnable. Voilà. C'est bon à présent depuis le changement de Alors, nom. Tout le monde entend bien. Bon, d'accord, très c'est bien. peut-être un peu fort même maintenant. D'accord, très bien. Donc, alors la question, justement Environnement. aujourd'hui, de l'environnement, l'impact sur l'environnement. On voit très bien qu'aujourd'hui, la blockchain est supposée donc être, comment dire, donc n'est pas safe au niveau de tout ce qui concerne donc la partie environnementale. Alors, je pense qu'il faut essayer de comparer donc les différents processus qu'il y a aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois qu'on a un processus en termes de transaction où on peut calculer donc de manière assez fine l'impact. Donc ça veut dire donc l'empreinte carbone d'un processus de bout en bout. Et c'est la transparence qui est apportée aujourd'hui par la blockchain. On a d'autres processus donc aujourd'hui, processus notamment de transaction, où il est extrêmement difficile de calculer l'empreinte carbone parce que donc il y a N intermédiaires, donc il y a N systèmes d'information, il y a N donc opérations qui sont aujourd'hui en cours. Alors sur la blockchain, effectivement, il y a un souci. Donc et ce souci-là, forcément, il doit être, on doit être en capacité de les résoudre. Alors, on est en capacité de les résoudre, donc notamment donc à travers l'apparition de réseaux annexes, donc au Bitcoin. Il y a aujourd'hui des blockchains qui apparaissent, qui sont beaucoup plus vertueuses par rapport donc à la dépense, on va dire donc en empreinte carbone, et on va de plus en plus vers ce type d'énergie verte qui permet de miner donc la blockchain. Et il y a des solutions qui sont aujourd'hui apportées donc avec l'apparition de ce qu'on appelle donc les blockchains, les green blockchains. Et aujourd'hui donc notamment nous on a pris donc côté Winex une solution qui s'appelle iOS, qui aujourd'hui en termes de dépenses énergétiques est à 0,01% de ce que dépense aujourd'hui la blockchain Bitcoin. Ça veut dire qu'il y a des alternatives qui arrivent et qui permettent de contrebalancer donc un peu les acteurs historiques que sont donc le Bitcoin et l'Ethereum et voilà donc pour justement qui représentent pour moi donc la voie du futur pour la blockchain parce que pour faire la blockchain demain, il faut intégrer ces dimensions environnementales. C'est quasiment donc une obligation par rapport donc à ce monde de demain qui nous attend. On est obligé d'intégrer ces dimensions-là donc lorsqu'on veut construire une solution blockchain. Donc, ce que je comprends, c'est effectivement l'impact environnemental est un peu différent suivant la manière dont on fonctionne. Même au sein de la solution blockchain, il y a finalement différentes approches qui sont plus ou moins énergivores. Et c'est en fait à nous c'est effectivement ensemble à travailler sur une solution qui soit avec faible impact environnemental. Oui, Après, alors, juste un instant en main. Alors, j'ai pas voulu trop rentrer dans le détail, donc tout ce qui est processus de consensus. On a donc des consensus que j'appelle donc proof of work, donc preuve de travail, qui sont effectivement énergivores parce que donc ça demande qu'il y a énormément d'acteurs pour valider les transactions. Et c'est pour ça que donc il y a une certaine lenteur donc pour valider les transactions de ce fait-là.
Et donc, ces acteurs-là donc, dépensent énormément donc, en coût machine pour donc, valider ces transactions. Ce qui fait aussi en sorte que, notamment tout ce qui concerne l'Ethereum et le Bitcoin, soient aujourd'hui des réseaux donc, extrêmement solides, extrêmement donc, valides, parce qu'il y a un processus qui est long, mais ce processus-là est coûteux. Ensuite, on a justement l'apparition de nouveaux processus qui sont moins énergivores, de type proof of stake. Donc, c'est plutôt donc, preuve donc, par la valeur. C'est beaucoup plus un consensus par la majorité, donc c'est beaucoup moins restrictif que le proof of work, preuve par le travail, avec donc forcément donc, une faille de sécurité qui est un peu plus forte, mais tout dépend du cas d'usage qu'on souhaite apporter. Mais en tout cas, des réseaux donc, alternatifs qui permettent de compenser donc, l'empreinte carbone donc, des réseaux donc, historiques qui sont apparus donc, en 2008-2010 et qui ne sont pas donc, aujourd'hui donc, très verts, très enclins donc, à être à la dépense, à la sobriété énergétique. Ok, ça marche. Donc là, on a répondu à cette question, effectivement importante parce qu'aussi d'actualité. On voit bien quand même que les blockchains, c'est en forte évolution, on passe du monde virtuel au monde réel. Est-ce que tu peux effectivement nous dire jusqu'où tout ça va aller? Alors, je pense que déjà quelques chiffres. Alors, le plus important, je pense que dans les chiffres qui sont indiqués là, c'est qu'aujourd'hui, 10% du PIB mondial donc, sera stocké donc, dans la blockchain d'ici 2027. Donc, ce qui est assez énorme. Donc, 10% de PIB, ça veut dire que on va falloir, donc, puisqu'on est en freelance, il va falloir développer des projets, donc des projets IT, des projets digitaux. Il va falloir développer donc, des use cases, des cas d'usage métiers pour faire ça. Il va falloir développer donc, un ensemble de systèmes donc, il va falloir disrupter, alors c'est pas forcément le bon nom, mais il va falloir inventer des nouveaux cas d'usage qui permettent de pouvoir s'appuyer sur les différentes valeurs donc, de la blockchain. Donc là, on est vraiment sur un mouvement de fond. Et je pense que même 10% d'ici 2027, voilà, donc on voit donc l'engouement qu'il y a eu depuis quelques donc, mois sur la blockchain, même s'il y a eu une compensation, on sent vraiment que de plus en plus d'acteurs, on va dire, donc, qui étaient beaucoup plus conservateurs il y a quelques années, commence vraiment donc à basculer sur donc l'utilisation des différents crypto-monnaies qui sont apparues. Donc aujourd'hui, donc on a plus de 2000 crypto-monnaies, c'est assez faramineux. Après, donc il est difficile de les distinguer pourquoi il y en a autant, pour quelle valeur, etc. On y reviendra un peu plus loin. Ensuite, il y a vraiment donc cette notion de contrat intelligent. Le contrat intelligent, on est moins dans la spéculation qu'on a pu trouver au départ, notamment autour du Bitcoin, donc qui aujourd'hui qui a une valeur spéculative qui est pas neutre, hein, donc il faut aussi le prendre en considération. Mais donc via Ethereum est apparu ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents. Les smart contracts donc ont intégré une dimension métier, un cas d'usage métier dans l'utilisation de ces crypto-assets. Parce que j'aime bien plutôt parler de crypto-assets que crypto-monnaie et qui permet justement d'aller un peu plus loin dans la décentralisation des opérations, des processus business. Alors, important, donc il y a aussi, ça je pense qu'il faut être transparent par rapport à ça. Donc il y a un manque de rapidité donc, des transactions aujourd'hui. Donc on l'a indiqué. On a parlé d'impact environnemental donc non négligeable. Donc ça a été dit. Donc il y a vraiment souci. Il y a aussi donc un manque de passage donc à l'échelle des smart contracts. D'autant plus qu'il n'y en a que 2 millions de contrats intelligents. Vous me direz, mais c'est déjà pas mal. Mais quand on sait que, grosso modo, on est sur plusieurs centaines de milliards donc, de contrats qui sont aujourd'hui, il y a quand même une marge qui n'est pas négligeable sur donc justement donc le fait qu'on puisse demain beaucoup plus travailler sur des contrats entre guillemets smart contract dans la vie réelle, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une transaction immobilière, lorsque finalement donc on fait un contrat de travail, lorsqu'on va prester donc chez un client, bah, demain je pense qu'on pourra le faire via la blockchain. C'est pas fait aujourd'hui, clairement. Donc, lorsque de plus en plus, ce qui est fait, donc notamment il y a eu des initiatives de pouvoir donc avoir des prêts immobiliers hypothécaires donc avec la blockchain. Ça, c'est des choses qui sont faites. De pouvoir donc acheter un petit bout d'un immeuble donc sous forme de token blockchain, c'est fait, mais c'est pas encore répandu. Et ça, c'est vraiment ça. C'est pour ça que le standard en question est en train d'être construit. Donc, on est en train de poser donc les différents piliers de cette standardisation. Mais voilà, donc on est quand même donc il y a vraiment un champ de développement devant nous qui est assez extraordinaire. Ok,
c'est effectivement là maintenant pour donner un peu donc on a fait là un peu l'histoire, la théorie. Maintenant, ce qui est intéressant pour tous, c'est de comprendre en fait les différents cas d'usage que tu connais, que tu côtoies. Il y a une question qui est posée, mais je pense qu'on la traitera à la fin, qui était un peu la question, mais je te le dis maintenant, sur les sociétés, les minages clandestines, etc. Donc, ce notion de minage un peu clandestin. Donc, ça, on en parlera à la fin. Je te propose déjà de travailler pour le temps qui nous reste enfin, présenter les cas d'usage. Et puis, à la fin, on verra un peu toutes les spécificités autour de la blockchain. Merci à toi. Alors, le cas d'usage, je pense que c'est vraiment donc. Alors, je pense que le business model, donc la blockchain, ressemble à un business model donc assez classique. Donc, il y a rien qui est vraiment inventé. Donc, vraiment, là, il y a deux choses quand même qui sont qu'il faut intégrer. Donc, c'est bon, un, le smart contract, donc on l'a vu. Deux, cette notion de KYC et donc Identity Asset Management. Ça, c'est aussi donc inhérent à la blockchain, parce que tout à chacun dispose de ce qu'on appelle une wallet. Donc, ça veut dire un portefeuille. Et dans ce portefeuille, je peux tout y mettre. Donc aujourd'hui, principalement, j'y mets donc une crypto-monnaie ou une crypto-asset. Mais demain, je peux y mettre des informations personnelles, qui me permettent de faire en sorte que ma wallet puisse être demain donc mon passeport, parce que donc ce passeport-là est complètement sécurisé et validé. Il y a un processus qui a pu être mis en place, qui est pour mon gouvernement et qui me permet justement donc de pouvoir véhiculer partout, donc à travers donc justement ce passeport électronique. Ça, c'est des choses qui peuvent donc demain apparaître. Ensuite, on a le token. Alors le token, donc qui est créé en euros, mais qui est en haut à droite. Ce token, voilà, donc pour moi, c'est aussi donc la dimension extrêmement donc utile pour donc basculer sur un vrai modèle blockchain. Cette capacité donc à diviser la valeur, donc une boucle quasiment, une portion quasiment donc, infinie. Ça, c'est des choses qui permettent de faire en sorte que la blockchain se distingue des autres cas d'usage qu'on peut trouver donc sur le marché. Donc la triptyque, smart contract, KYC, donc Identity Management et token. Et voilà. Donc ensuite, le reste, tout ce qui est expérience digitale, la vision globale, donc groupe, c'est-à-dire le process métier, etc., on va dire, on tombe à peu près donc, dans ce qu'on trouve aujourd'hui sur d'autres processus. Mais ensuite, il y a la blockchain. La blockchain qui peut être publique ou privée ou hybride. Donc ça, c'est aussi des considérations qu'on peut avoir. Le Bitcoin, c'est une blockchain publique. Mais aujourd'hui, donc, il y a des métiers qui souhaitent ne fonctionner que sur des blockchains privées, parce qu'il y a des acteurs, des partenaires qui souhaitent sécuriser leurs transactions, mais ils n'ont pas forcément envie d'exposer les transactions à autrui. Donc, ils construisent donc, des cas d'usage, notamment, donc, il y a les notaires qui ont commencé à construire des cas d'usage donc, avec du blockchain privé, notamment. Voilà, ça, c'est quelque chose qui a de plus en plus court. Donc, il y a un petit regain d'intérêt sur ce type de blockchain privé. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'écosystème du business model de la blockchain. Mais le plus important, c'est l'évaluation, parce que je pense qu'il faut mettre en place un critère d'évaluation des cas d'usage de la blockchain. Donc, pourquoi une évaluation? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, donc il y a 5 valeurs sur lesquelles il faut absolument réfléchir lorsqu'on souhaite déployer donc, un cas d'usage blockchain. Et sur 5 valeurs, il faut à chaque fois maximaliser donc, les valeurs en question pour être pertinent dans le nouveau business qu'on souhaite apporter au marché. Et si les 5 sont entre guillemets bien cochés, donc on a la CV puissance 5, donc ça signifie que le cas d'usage est pertinent et qu'il y aura donc forcément un succès sur le marché parce qu'il y a un vrai besoin. Ça, c'est alors quand il y a 0, c'est que vraiment donc ça sert à rien. Autant faire du développement classique avec une base de données donc assez classique. Ça sert à rien de faire la blockchain. Alors, donc le premier cas d'usage. Je te propose, Victor, Oui. pardon, de prendre que quelques cas, puisque là, on a en une dizaine de minutes maximum, vraiment 3-4 cas d'usage, voilà, qui sont les plus pertinents pour toi. Ouais, c'est Romain, heureusement qui m'a, parce que j'en avais une vingtaine à vous présenter. Donc, On va les sélectionner, mais les autres, ça sera pour les questions. donc, alors, parlons peu, parlons bien. Alors, le premier cas d'usage, donc la finance, c'est forcément parce que donc on parle d'assets, on parle de transactions, on parle d'intermédiaires. Donc, quick que la finance, notamment la partie épargne. Je ne parle pas de la monétique, je veux bien parler de l'épargne parce que, alors, l'épargne individuelle, collectif ou entreprise.
Ça veut dire l'épargne individuelle ou collective, c'est tout ce qui concerne aussi la partie assurance. Et tout ce qui est épargne d'entreprise, bien entendu. Et c'est un cas d'usage sur lequel je travaille donc aujourd'hui, notamment donc à travers le lancement de mes startups. C'est voilà, donc pour moi, ces cas d'usage maximisent les différentes valeurs que j'évoquais. Parce que donc la blockchain apporte une sécurité, donc il permet de réduire le coût du fait que on est moins d'intermédiaires et surtout on bascule sur du temps réel donc au niveau des transactions. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais surtout, c'est que l'asset, ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'on parle d'épargne individuelle, collective ou entreprise, c'est une épargne sur comment dire, une action, un fonds commun de placement, un fonds commun d'entreprise, un fonds commun de voilà donc et ce fonds là donc on peut diviser sa valeur, tokeniser sa valeur et faire en sorte qu'au lieu donc que ce soit donc une valeur TRO, ça peut être la centième, la millième, la millionième de cette valeur qui peut être partagée avec au sein d'individus, d'un groupe d'entreprises ou d'un groupe de collectivités, donc un groupe de corporations. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui vraiment qui à mon sens, c'est là où, entre guillemets, donc la blockchain peut percer donc, de façon assez drastique. Hein. Et donc, du coup, je vais aussi sur la retraite, parce que ce cas d'usage aussi, donc, notamment toutes les problématiques de retraite par points, etc. Ça, c'est vraiment, donc, pour moi, la retraite, c'est comment faire en sorte, avec ma wallet, je puisse disposer donc des points de retraite, on appelle les tokens de retraite demain, et que j'ai une traçabilité donc à travers donc ma vie de salarié ou de chef d'entreprise ou de profession libérale, eh ben, je puisse l'inscrire donc de façon beaucoup plus nette et de faire en sorte d'avoir une vision en temps réel et de ne pas avoir plusieurs acteurs, donc parce que j'ai changé de métier, de corps de métier, etc. Je ne sais plus de points j'ai, etc. Tout ça donc va être complètement donc unifié, uniforme, donc au sein de la blockchain retraite. Et cette blockchain retraite, ce sera donc un smart contract entre l'État, les différentes entreprises, le corps d'entreprise, donc et le salarié en question ou l'individu en question. Et ça, voilà, donc ça va permettre de simplifier le système et de faire en sorte que justement donc il y a un vrai apport. On est sur ce que j'appelle donc comment dire donc une application à impact de la blockchain. Voilà. Alors je continue, hein, donc s'il y a d'autres trucs. Alors, sur la finance, j'ai mis un ou deux autres cas d'usage, et puis après, à chacun, je laisse déjà commencer à poser des questions, et dans 2-3 minutes, je vais activer un peu les micros de ceux qui souhaitent poser des questions. Merci. Alors donc c'est le côté avant-après. Ça c'était avant, c'est comme dire l'autre. Donc avant il y avait manque de liquidité, donc il y avait des coûts qui étaient élevés, il y avait une longueur des transactions, donc longueur donc au niveau du temps de traitement des transactions, il y avait donc ces N intermédiaires donc qui la valeur ajoutée était soit découpée ou soit donc augmentée d'autant, ce qui va se faire en sorte que l'utilisateur à la fin il a un prix qui est un peu décorrélé par rapport au service rendu. Ça, c'est quelque chose qui est quand même donc assez frappant. Ensuite, avec la blockchain, donc du coup, les intermédiaires, il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Parce que donc on a un intermédiaire qui est entre guillemets gratuit, qui est la blockchain. La blockchain est importante parce que toute la chaîne, donc lorsqu'on parle de gestion d'actifs, on parle de règlement de livraison et émission, etc. Tout ça est déjà complètement natif dans la blockchain. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que lorsqu'on a des transactions financières, des transactions sur des supports entre guillemets financiers ou monétaires, toutes les transactions qui ont aujourd'hui fonctionnent avec des systèmes d'information qui sont donc assez complexes, avec un réglementaire qui vraiment donc tout ça peut demain basculer au sein d'un système unifié qui a une sécurité. Donc, voilà, vous l'avez dit depuis 10, 14, 15 ans que donc la blockchain a été donc déployée. Donc, on a connu très peu de cas d'usage où on a quasiment mis une blockchain donc vraiment sur les pattes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment sécurisé. Et donc, on a l'utilisateur et le fournisseur qui aujourd'hui s'inscrivent au sein d'un seul et unique smart contract. Alors, toute la dimension métier, vous me direz, mais attendez, le process métier, donc il est où du coup demain? Ce process métier, il est redéveloppé au sein du smart contract et qui fasse en sorte que finalement, on a un document, le smart contract, il peut être à la fois local et global. C'est-à-dire qu'on peut y intégrer les dimensions, la régulation donc, liée donc, à des règles de gestion locales donc, au sein d'un pays ou d'un département, d'une région,
et en même temps pouvoir donc activer ce smart contract et l'étendre sur donc une région, donc l'Europe, ou donc le monde si besoin. C'est-à-dire que maintenant, donc lorsque finalement on a des entreprises qui sont globales, on peut traiter de la même façon le salarié qui est en France que celui qui est donc en Angleterre ou en Chili ou en Israël, en Chine, que sais-je, donc aux États-Unis. Voilà, donc, au sein d'un même contrat, donc de façon complètement uniforme. Ce que j'appelle pour moi, c'est le méta smart contract. C'est-à-dire que smart contract, il a plusieurs ramifications localisées. Voilà. Alors oui. Ouais. Bon. Thématique immobilière. On a parlé de la banque, on a parlé de la banque, l'assurance. Effectivement, je pense que ça serait intéressant de parler les parties immobiliers, puis pourquoi pas le vote électronique ou la santé. Ouais, alors donc la transaction immobilière, donc ça c'est vraiment, alors je dirais la transaction immobilière et le marché de l'art, c'est les deux qui sont assez similaires, donc je vais quand même les fusionner. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a une transaction immobilière, lorsqu'on va acheter donc un bien, on peut l'acheter donc à plusieurs, donc on crée une SCI, puis on fait en sorte que finalement, mais voilà, donc une SCI, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, on est capable de dire que finalement, je prends un immeuble qui vaut 10 millions d'euros, eh ben, je la tokenise. Ça veut dire que je vais faire en sorte de diviser donc les 10 millions en plusieurs tokens. Et les tokens représenteront une partie de la valeur de cet immeuble-là. Donc, je fais en sorte de le vendre via donc ce qu'on appelle un ICO, donc Initial Coin Offering. Je dis, je mets sur le marché ce bien-là. Donc, ce bien-là, donc il a une valeur donc physique donc bien déterminée. Donc, j'ai dit 10 millions d'euros, etc. Mais par contre, quelque part, il a une valeur donc aussi spéculative dans le temps. C'est-à-dire que tout à chacun peut s'inscrire sur le fait que le quartier est dynamique. Du coup, j'ai besoin d'investir. Je sais que peut-être dans 10 ans, je pourrais le revendre 15 millions. Donc, je pourrais me faire donc, les 15 millions en question. Comme j'ai qu'une partie, et ben, cette partie-là va me permettre d'assurer un gain peut-être de 5% ou 10% par an. Et voilà. Aujourd'hui, c'est quand même possible de faire ce type de transaction avec la blockchain. D'autant plus qu'on réduit donc les différents coûts liés à l'automatisation des process et le fait qu'il y a moins d'intermédiaires qui aujourd'hui qui vont interférer donc sur la valeur finale donc du bien. On n'a plus besoin de notaire, je suis désolé, on n'a même plus besoin d'avocat ou de donc c'est parce que finalement tout est inscrit donc dans la blockchain. Et en plus, comme on est sur un domaine qui est complètement transparent et partagé, donc l'accès donc aux différentes personnes qui sont inscrites donc cette blockchain autour de l'immeuble est complètement donc voilà, donc il n'y a plus d'erreur d'aiguillage sur les informations qui sont véhiculées à travers ce bien. Et bien sûr, ce bien donnera lieu donc à un rendement qui est donc la localisation donc des différents qu'on y a pièces et autres donc de l'immeuble en question, donc des appartements de l'immeuble, et qui donnent lieu donc à des dividendes qui sont ensuite versés donc aux différents possesseurs des tokens. Alors ce type de dispositif aujourd'hui donc prend essor notamment donc à travers le marché de l'art qui aujourd'hui est en train de compléter. Pour acheter donc une toile donc voilà, il faut être un peu milliardaire ou millionnaire. Donc aujourd'hui on peut accéder à un petit bout de cette pièce de collection ou d'art à travers donc l'acquisition de ce qu'on appelle donc les jetons donc NFT qui sont donc uniques, qui sont pas forcément donc divisables et qui aujourd'hui permettent aussi de changer donc la façon dont on a de voir donc le marché de l'art, qui n'est plus comment dire complètement réservé à une certaine population, qui démocratise le secteur d'activité. Vraiment, la blockchain, je pense qu'ici un mot donc il faut sur lequel il faut l'inscrire, c'est la démocratisation. C'est faire en sorte que, au lieu que ce soit une élite qui ont accès à un type de service, ou une élite qui monopolise un service en question, donc la blockchain a pour vocation, et d'où donc l'idée que lorsque la valeur est magnifiée donc à une puissance 5, c'est que là on est vraiment sur une démocratisation d'un secteur d'activité, d'un marché. Voilà, donc à chaque fois qu'on a cette notion-là, forcément la valeur est maximalisée. Parfait. Un dernier exemple, et puis après peut-être la partie déploiement. Alors le prêt hypothécaire aussi, donc je sais pas si c'est non, je vais plutôt basculer sur la santé parce que c'est quelque chose qui alors j'ai mis V3 parce que la santé, en termes de maximisation de la valeur, mais par contre en termes d'impact, ça peut être quelque chose qui peut être aussi assez gigantesque.
Donc d'avoir donc comme j'avais indiqué tout à l'heure, donc la wallet qui permet d'intégrer donc les retraites, hein, les points de retraite, les tokens de retraite qui sont ensuite valorisés donc sur des fonds de common placement et autres. Donc on peut aussi concevoir qu'on puisse avoir donc une sorte de wallet de dossier Metilla donc personnalisé sur la blockchain et qui fasse en sorte que toutes les informations qu'on peut avoir sur son état puissent être inscrites de façon sécurisée au sein de cette blockchain-là, de sa wallet. Mais par contre, donner accès donc, aux informations de façon complètement anonyme à des laboratoires de recherche de par le monde et qui puissent avoir cette vision globale de tel impact de médicaments ou de maladies et autres, et d'avoir donc justement donc avec l'IA, donc tout ce qui concerne la partie intelligence artificielle, pouvoir donc du coup donc avoir donc un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus précis sur donc tel ou tel vaccin. Je regarde, regardez-moi, vous voyez où je voulais en venir. Voilà, donc ça c'est les choses qui demain, donc il y a beaucoup d'initiatives autour de la santé, autour de la santé sociale, il y a beaucoup d'initiatives autour de fait de justement de pouvoir utiliser les informations, cette masse d'informations qui peut être inscrite dans une blockchain et pouvoir l'utiliser avec l'IA pour entre guillemets de rendre beaucoup plus efficace donc tout ce qui est travaux de recherche pour les laboratoires ou travaux de recherche ou d'impact de tel ou tel médicament sur la santé des individus. Ok. C'est très, très clair. Je pense que des cas de figure, on peut en avoir dans chaque secteur. Est-ce que tu pourrais effectivement nous présenter les étapes de mise en place d'une blockchain et puis on va laisser chacun poser ses questions et justement par rapport à ce qui m'intéresserait, par rapport à des métiers que les participants ont. Hein. Voilà, tous les secteurs d'activité sont concernés à mon sens. Alors déjà, donc c'est vrai que dans toute la chaîne de valeur aujourd'hui, donc sur la blockchain, puisqu'on est sur freelance, donc c'est plutôt donc de volet IT, du conseil jusqu'à la prod, donc l'exploitation, tout le monde aujourd'hui donc aura donc un impact demain, parce que donc il y a aujourd'hui donc une demande donc assez forte des donneurs d'ordre, notamment dans le monde de la finance, d'avoir des compétences blockchain pour essayer d'identifier donc notamment les cas d'usage et l'impact de ces cas d'usage sur l'existant. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui donc a le vent en poupe. En plus, donc, il y a la partie développement, parce qu'à un moment donné, comme je l'indiquais, donc lorsqu'on parle de smart contract, il va falloir développer les règles de métier donc au niveau du smart contract. Alors, si le smart contract n'a pas les mêmes langages de développement que celui qui est existant, il faut quand même faire donc soit donc à nouveau redévelopper donc les cas d'usage en y intégrant donc les spécificités techniques, technologiques de la blockchain. Donc ça, c'est quelque chose donc il y a aussi toute la couche aussi de middleware, d'API management, il y a vraiment, c'est quelque chose sur lequel donc il y a un vrai besoin d'interopérabilité donc entre différentes blockchains. Ça, c'est aussi un métier sur lequel donc je pense qu'il y a besoin d'architectes ou d'experts techniques là-dessus. Et ensuite, il y a la partie production, exploitation, parce que donc monitorer donc une blockchain, c'est aussi un back-end supplémentaire, mais qui n'a pas forcément la même notion qu'une base de données ou même qu'un système mainframe host. C'est une complexité qui est autre. Donc il y a ces dimensions-là, donc il faut également donc l'intégrer. Voilà. Donc du coup, si on regarde sur toute la chaîne de valeur donc du marché informatique, tout le monde sera impacté par cette vague de blockchain, notamment sur les cas métiers. Alors, de manière assez classique, on va fonctionner en 3 étapes pour le déploiement donc, du cas d'usage. Il y a une première étape où on va essayer de faire un cadrage sur le fait de... Voilà, donc j'ai identifié un business model sur mon métier. Je pense qu'effectivement, à travers les critères d'évaluation donc, de la blockchain, moi, je suis en V4 ou au V5 ou en V3, donc il y a une vraie pertinence à déployer de la blockchain. Je vais prendre donc un processus là, métier. Je vais identifier des partenaires parce qu'il faut un groupe de partenaires pour que ça fonctionne. Hein, donc, on a très bien vu, c'est une collaboration entre des tiers hein, pour faire en sorte que finalement, on puisse faire en sorte que la chaîne de valeur donc, du cas d'usage puisse être la moins coûteuse par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, forcément, c'est-à-dire qu'on a supprimé des intermédiaires
Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont effectuées en amont par rapport donc, au conseil qui est effectué. On valide lors du cadrage, on conçoit donc un POC par rapport à cette solution-là. Le POC devient donc un pilote, et si le pilote est validé, donc on déploie donc ce type de process de manière plus globale. Donc c'est vraiment donc par escalier, par palier. Donc c'est ce processus-là, il n'y a rien qui est inventé. Donc le plus important, ça reste la phase d'amont, te dire j'ai un business, est-ce que c'est pertinent ou pas de mettre la blockchain? Il y a des business métiers, il n'y a aucune pertinence de faire la blockchain, parce que voilà, donc on peut le faire donc de manière classique. Par contre, il y a des business, effectivement, il y a une pertinence parce que il y a une vraie valeur, ça permet de réduire les coûts, ça permet de fluidifier les systèmes, et surtout, ça permet d'avoir de nouveaux clients, ou aussi de mettre la pression auprès de certains compétiteurs, et d'avoir donc cette image d'innovation qui peut être aussi intéressante en termes de positionnement au niveau de l'entreprise. Hein. Ok, merci Victor. On voit effectivement que chaque secteur d'activité sera intéressé. Nous-mêmes aussi, on est intéressés. C'est pour ça qu'on a fait ce webinaire, hein, puisque dans notre activité Freelance Day, on se dit finalement mettre en place une solution blockchain peut être une solution pour être plus pertinente, pour sécuriser les contrats, pour en tout cas voilà, avoir entre les freelances et les donneurs d'ordre une vraie passerelle sécurisée et pertinente. J'aimerais bien alors je vois que certains posent différentes questions. Je vois Monsieur Tayeb nous a parlé, nous a dit qu'ils appliquaient déjà les blockchains dans leur activité de service aux entreprises. Je ne sais pas si Monsieur Tayeb voulait prendre la parole. Je vais voir qui serait prêt comme participant. Il suffit de m'envoyer d'écrire dans la messagerie, et puis je vais vous laisser individuellement prendre le micro. On peut passer le slide, voilà, d'après. C'est généralement toujours les questions, c'est toujours la première question, c'est toujours la plus difficile à avoir. Oui. Donc moi je veux bien effectivement. Ok, je vais vous donner la parole. Tac. Voilà. Et après, effectivement, d'autres pourront aussi. Voilà. Donc, normalement, vous avez la parole, M. Tayeb. Vous m'entendez? Oui, très bien. Okay, oui, très bien. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai suivi avec attention ce webinaire. Effectivement, pas mal d'informations qui en découlent, qui sont très intéressantes. Alors, nous, on l'utilise, la blockchain, spécifiquement dans, j'ai envie de dire, le transfert de responsabilité, puisque c'est la spécificité de notre activité. Notre objectif à chaque fois, c'est bien évidemment d'essayer de responsabiliser chaque acteur au sein des entreprises. Alors, lorsqu'on parle de transfert de responsabilité, c'est un périmètre qui est relativement très, très large, puisqu'on intervient pour le compte d'un certain nombre de clients. Alors, ça démarre des pierres précieuses, puisque l'objectif, c'est d'essayer d'avoir, sur le cycle de vie de ces pierres précieuses, eh bien, les différentes étapes qui interviennent, donc tracer et historiser un petit peu le contenu. Et on intervient également pour des entreprises, notamment dans le domaine de la construction, sur du matériel bien spécifique. Toujours pareil, avec le même objectif, essayer, quand faire se peut, bien entendu, de responsabiliser les acteurs, d'identifier les objets, de savoir un petit peu où ils se trouvent, quand ils se trouvent, de manière un petit peu à réduire les coûts, à réduire la dépendance logistique, et de manière également à permettre à chaque acteur de pouvoir générer des gains de temps et des économies sur ces transferts de responsabilité. D'accord. Finalement, et vous l'utilisez finalement par rapport à suivre le matériel aussi à travers le monde. J'imagine que ce n'est pas qu'au niveau national, c'est peut-être le côté aussi international qui peut être intéressant. Alors, au niveau des pierres précieuses, c'est le cas, puisqu'on vient de mettre en place un partenariat. Et effectivement, c'est le cas. Mais pour le moment, alors, nous, l'entreprise, c'est une jeune entreprise qui a développé ce concept il y a à peu près 2 ans, donc qui a réussi à lever des fonds, bien évidemment, par rapport à cela. Et on est en train de mettre en place pas mal de partenariats, et notamment dans le domaine de l'immobilier et de la construction, puisque au départ, ça peut paraître futile, mais l'idée a émergé sur le transfert des responsabilités des clés.
Alors, effectivement, pour certains, ça peut paraître totalement anodin, mais on s'est aperçu que dans certains contrats, eh bien, les pénalités étaient relativement très, très importantes en cas de perte de clé. Et ça nécessitait bien évidemment à ces entreprises-là d'avoir une visibilité qui soit le plus précise possible, enfin oui, le plus précis possible, et d'avoir la capacité en tout cas de sécuriser le transfert des clés. Donc quand on parle de transfert de clés, mécaniquement pour nous, c'était le transfert de responsabilité. Suite à quoi on a été sollicité par exemple par le groupe Vinci qui nous a dit ouais, c'est super, c'est sympa votre truc. Nous, on a une grosse problématique sur le terrain au niveau opérationnel, c'est qu'on a des objets de grande valeur, donc du matériel spécifique de grande valeur, et on ne sait jamais, lorsqu'on doit intervenir sous astreinte, où se trouve ce matériel et dans quelle mesure on peut en prendre possession. Donc, nous, on a mis à disposition notre outil, qui est en fait une plateforme en mode SaaS, qui permet justement à un instant T de pouvoir identifier le lieu où se trouve cet outil, qui est cet outil, au travers des smart contacts, justement, puisque l'intérêt, c'est lorsque quelqu'un récupère cet outil, mécaniquement, via un code PIN, valide la réception de cet outil et mécaniquement en devient responsable. D'accord, très bien. C'est un très bon exemple d'utilisation, effectivement. OK, merci pour ce témoignage d'utilisation. Je vois je vais laisser la parole aussi à une deuxième personne, Monsieur Jean-Luc Amitouza. Alors voilà, vous avez effectivement la parole. Brièvement, dites ce que vous faites et puis je vous laisse poser votre question. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors moi, je suis développeur back-end et donc j'ai suivi aussi le webinar. Et donc en fait, j'ai plutôt des questions, en fait, deux que je vais fusionner en une. En fait, je me demande quel serait l'impact, du coup, si j'ai un projet avec une blockchain. Quel serait l'impact de la présence de bugs dans ce que je développerais, en fait? Je me dis, bon, la blockchain, c'est un truc, enfin, c'est une base de données, quoi. Si jamais il y a un bug qui aboutit à, je sais pas, à l'écriture de mauvaises choses sur la blockchain, est-ce que, en fait, c'est toute la blockchain qui est corrompue définitivement? Ou bien est-ce qu'il y a des mécanismes de retour arrière ou voilà. Alors, c'est une très bonne question. Et donc, comme dans tout processus, on a des environnements de développement d'intégration au niveau des blockchains. Donc, chacune des blockchains fournit des blockchains de test, on va dire, qui permettent justement de pouvoir tester, valider la blockchain, la blockchain ou les smart contracts avant qu'elle soit déployée au sein de la blockchain. Donc, il y a tout un processus de test, etc. Qui est effectué. Ensuite, lorsque le smart contract, parce que c'est moins la blockchain que le smart contract que vous évoquez, parce que lorsqu'il y a une blockchain qui est diffusée, qui est déployée de manière un peu mondiale, cette blockchain a été entre guillemets testée à de nombreuses reprises. Et s'il y a un vrai souci, cette blockchain assez rapidement disparaît parce qu'elle est remplie de bugs. Et aujourd'hui, on a parlé de 2000 blockchains. Donc 2000, ça veut dire qu'il peut y avoir un taux d'échec qui n'est pas négligeable. Mais alors, imaginons que finalement qu'on a cette blockchain de type Bitcoin ou Ethereum qui ont fait leurs preuves sur le marché et qui sont solides. Donc demain, le problème qu'il pourrait y avoir, c'est sur le smart contract sur lequel je travaille sur le cas d'usage et que vous êtes développeur de smart contract qui est sur Ethereum. Ce smart contract-là, forcément, lorsqu'on parle d'Ethereum, c'est un langage Solidity sur lequel vous développez. Et s'il y a un souci sur le smart contract, effectivement, il y a des process de rollback qui permettent en sorte de annuler toutes les transactions qui ont eu lieu à travers ce smart contract et d'enlever tous les transactions qui ont eu lieu à partir de ce smart contract-là. D'accord? Par contre, il n'y aura jamais de rollback sur l'ensemble de la blockchain. Alors, ça s'est produit tout au début, il y a eu des soucis de développement, notamment sur le Bitcoin et sur les différents. Mais il y a eu à chaque fois un correctif qui a été intégré. On a supprimé les transactions de façon vraiment assez radicale. Et ensuite, ça a permis de stabiliser le système. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça qu'on procède pour justement à la fois corriger le bug soit de la blockchain
ou du smart contract, mais 90% aujourd'hui des problèmes viendront forcément du smart contract. Ok. Merci pour cette question. Après, j'ai une autre question qui est les formations, en fait. Voilà, la question sur les formations de la blockchain. Est-ce qu'il y a des formations qui existent? Comment on peut, quelles sont les possibilités de formation? Est-ce que les freelances peuvent acquérir des formations, des qualifications spécifiques sur la blockchain? Voilà les deux questions. Alors, ça, c'est une excellente question. Alors, aujourd'hui, donc, il y a pas d'institut de… Alors, si, il y a des instituts de formation qui pullulent en ce moment, mais on n'a pas de certification donc, sur tel ou tel donc, blockchain qui permettent aujourd'hui de dire je suis certifié iOS, je suis certifié donc, Ethereum et autres. Donc ça, c'est quelque chose… Alors si c'est fait, s'il n'y a pas une reconnaissance mondiale, que ce qu'on peut trouver sur d'autres applications donc, sur le marché. Donc la chose à faire, donc, comme c'est quand même une technologie qui est assez neuve, c'est d'expérimenter la chose. Donc, si on veut demain être un expert blockchain, il faut déjà, entre guillemets, déployer la blockchain sur son PC. C'est assez facile, hein, bien sûr, ça ne demande pas beaucoup de ressources. Et donc, commencer donc, à pouvoir donc, développer sur ces différents composants. Nous, on a commencé notamment avec iOS. Donc, iOS avait pas forcément comment dire, donc, des guides de formation dithyrambiques. Il a fallu apprendre sur le tas. Il a fallu se remettre au C++ parce que c'est le langage qui est un peu assez déployé dans le monde de la blockchain parce que c'est un langage assez proche de tout ce qui concerne donc, la machine. Du coup, pour la partie cryptographie, c'est quand même très efficace. Mais voilà, donc il faut regarder aujourd'hui comment aussi donc, développer le smart contract parce que la blockchain, assez rapidement, c'est quand même un package entre guillemets technologique. Donc du coup, c'est beaucoup de paramétrage et beaucoup comment dire, de connaissances, mais ensuite, le vrai développement s'effectue au niveau des smart contracts et au niveau des API qui permettent de faire en sorte que mon smart contract puisse dialoguer avec la blockchain donc, auquel donc, ce smart contract appartient ou avec l'écosystème d'autres blockchains sur lequel donc, je peux récupérer telle ou telle information au asset. Ok, Voilà. merci. Alors, il est 13h02. Là, voilà. Donc, merci. On a perdu déjà quelques participants. On a débordé de 2 petites minutes. Merci beaucoup, merci à Victor, tous pour cette présentation. Il y avait une question, mais qui était, qui était sur le minage clandestin. Après, si en 30 secondes tu peux y répondre avec plaisir, et sinon, en réalité, on vous partagera plutôt la vidéo en réalité, et puis on aura nos coordonnées pour partager plus longuement avec chacun de vous. Voilà. C'est toute dernière question et après on va clôturer. Le minage clandestin, donc c'est comme tout processus, parce que donc il n'y a pas de, comment dire, de contrainte à être mineur. Donc on ne doit pas forcément répondre à un cahier des charges pour être mineur. Donc tout à chacun peut miner. Voilà. Donc du coup, on n'a pas un régulateur qui va taper les doigts donc en disant tu as mal miné ou tu n'as pas miné donc de manière clandestine. Ça c'est quoi? Donc du coup, il peut y avoir des entre guillemets des déviances, donc c'est ce qui produit donc dans tout ce qui est minage clandestin. De la même façon, il y a eu des déviances lors de l'utilisation du Bitcoin par l'argent entre guillemets, le blanchiment d'argent, etc. qu'il y a eu où on utilisait Bitcoin pour acheter de la drogue et autres. Il y a eu ce type de phénomène. Ça, c'est des phénomènes qu'on ne peut pas contrôler. C'est un peu donc le parti pris de dire le système est ouvert, il n'y a pas de contraintes, et forcément, quand il n'y a pas de contraintes, forcément, il y a des déviances. Voilà, donc ça, les déviances, il faut intégrer. Donc par contre, ce qu'il faut avoir en tête, quelle valeur apporte le système. Et la valeur est supérieure à ces déviances-là, et largement. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère finir là-dessus. Ok, super. Voilà. Merci encore à tous d'avoir été présents et participé à ce webinaire. C'est toujours frustrant, effectivement, voilà, pour ceux qui sont arrivés en cours, de ne pas avoir tout entendu, mais on reste vraiment à votre disposition. Encore une fois, c'était notre premier webinaire sur un sujet qui a passionné beaucoup de monde, donc on vous remercie de votre présence. Voilà, tout ce qui est effectivement expertise, Victor reste à votre disposition. Prochainement, on va essayer de faire le lien entre vous tous et puis effectivement, on m'a posé une question, c'est est-ce qu'on peut être formé, est-ce qu'on cherche des compétences spécifiques, quelles compétences? Bon, de toute façon, on a créé le lien à travers ce webinaire, donc on va… Moi, j'en recherche, donc prenez contact avec moi parce que j'en recherche. On recherche du monde, voilà, et sur notre plateforme aussi, évidemment. D'accord. Voilà. Les compétences sont les bienvenues et les projets aussi. À très bientôt. À très bientôt.
Merci à vous. Bonne journée. Ciao, bon week-end par avance.